Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président de l'association Civis Côte d'Ivoire, M. Christophe Kouamé, est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Alors, il y a quelques temps seulement, on a observé ici en Côte d'Ivoire une certaine surchauffe où les populations crient leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, alors, on en est arrivé là par manque pour moi, premièrement, de pédagogie. Il y a eu la crise post-électorale. Après la crise, il y a eu un nouveau président qui est arrivé avec un projet, un programme de société largement diffusé. Et dans ce programme de société, il a promis aux Ivoiriens un certain nombre de choses. L'école, les routes, les hôpitaux et ensuite la qualité de la vie. C'est écrit. Donc tous ceux qui savent lire et écrire peuvent aujourd'hui lire pour voir. Donc ils ont mis leur espoir là-dessus. Voilà, ils ont mis leur espoir. Donc, je dirais, à la différence de l'ancienne Côte d'Ivoire, les attentes étaient énormes. En plus de cela, l'information circule plus vite aujourd'hui grâce à Internet et à Facebook. Donc, par comparaison, par lecture du projet de société du président, les Ivoiriens se sont rendus compte à cette lecture qu'ils n'avaient pas atteint l'objectif promis. Mais la question, dans le cas d'espèce, c'est de savoir est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont été naïfs en croyant aux promesses électorales ou bien c'est le président qui a promis qui n'a pas été à la hauteur par la suite? Non, ce n'est pas une naïveté. Vous savez, le citoyen, il accepte. Et puis, le citoyen doit aussi quand même rêver. Au-delà des faits, il y a quand même une vision stratégique qu'un président envoie. Et cette vision stratégique est censée réconcilier tous les Ivoiriens autour d'un sujet unique. Un sujet, je dirais, citoyen. C'est comme ça que je vois. Donc, les citoyens en attendaient. Tout le monde a vu les différents ponts. Tout le monde a vu un certain nombre de réformes. Hein. Les doing business, nous sommes bien classés. Mais là où il a manqué de pédagogie, c'est de dire aux Ivoiriens que la croissance, certes, se fait en 2 ou 3 années, mais la transformation de la société, la transformation structurelle pour que cette croissance baisse et devienne un levier pour baisser la pauvreté, c'est là que le gouvernement dans son entièreté a manqué de pédagogie. Mais la cherté de la vie, ce n'est pas une exception ivoirienne. Tous les pays aujourd'hui sont en train de déplorer la même chose. Est-ce que ce n'est pas de votre ressort, par exemple, de sensibiliser la population également en leur disant la baguette de pain ne peut pas coûter aujourd'hui ce qu'elle coûtait il y a 5 ans? Non, on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas comparer les pays. Vous connaissez quand même l'UEMOA. La Côte d'Ivoire pèse 40% de l'UEMOA. Nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 gros sujets. Il y a le sujet de la redistribution. La redistribution, ce n'est pas de donner de l'argent aux citoyens directement, mais c'est l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à temps. Et puis, au-delà de la redistribution, c'est le poids économique. Nous avons une croissance à 2 chiffres. Nous avons régulièrement au journal les chiffres de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et le matin, je me lève, je vais dans la rue, je me rends compte qu'il n'y a presque plus d'attiqués et la boule de 100 francs est devenue une boule de, je dirais, 200 francs. 200 francs. Oui. Et puis le problème qui a envoyé toute cette crise, c'est-à-dire la CIE. Regardez bien les factures. La société distributrice d'électricité. Oui, la société distributrice d'électricité. Pourquoi aujourd'hui le remboursement coince? Le remboursement coince aujourd'hui parce que la partie d'augmentation réelle de l'électricité est autour de 14%. La grande partie de 40%, c'est l'entretien de la ville, c'est les poubelles. Est-ce que parce que vous êtes industriel ou est-ce que parce que vous êtes de la classe aisée et que vous consommez beaucoup plus d'énergie, vous produisez beaucoup plus de poubelles? Donc, en regardant les structurations de la facture, quelques personnes comme moi et comme des citoyens normaux ont relu les factures et se sont dit qu'ils se posaient un problème. Quand vous parlez de remboursement pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'est par rapport au trop perçu sur les factures d'électricité. Oui, le président de la République, le 1er mai, a accepté de rembourser le trop perçu, d'annuler la loi 2015 pour que les Ivoiriens puissent percevoir à partir de janvier 2016 le taux de facturation de décembre 2015. J'espère que vous, acteurs de la société civile, vous faites le suivi pour que les consommateurs réellement puissent bénéficier de ce remboursement-là. Parce qu'on l'a annoncé depuis le 10 mai, non? Le remboursement a commencé dans certaines zones. Moi, personnellement, dans ma zone, c'était pas encore. Je suis parti déjà 2 fois à la CIU avec ma facture. Ils ne sont pas arrivés à notre zone, mais j'ai eu des factures. J'ai eu des personnes qui ont déjà eu des avoirs dans d'autres zones. Mais dans le même temps, quand on voit que y a certains indicateurs qui sont ouverts, hein, notamment la hausse du SMIC, par exemple, le FMI qui prévoit quand même à l'horizon 2020 un taux de croissance de 7,4%. Est-ce que cela suffit pour apaiser la population? Qu'est-ce que c'est que le SMIC?
c'est le salaire minimum interprofessionnel acquis. Et ce SMIC-là, on l'applique aux PME. Pour ma part, en tant qu'activiste, syndicaliste, et de temps en temps œuvrant dans les petites banques, là, les microfinances, pour aider quand même parce qu'on est dans les associations, je pense que le gouvernement, en haussant le SMIC, démontre sa contre-performance économique. Là où le gouvernement n'a pas créé de richesses et redistribué, on demande au privé de faire le travail du gouvernement. C'est comme ça, moi, je l'interprète personnellement. Et ça n'engage que moi. Mais justement, tous les citoyens ne vont pas quand même aller à la fonction publique. Il faudrait que les privés jouent pleinement leur rôle aussi. Oui, mais les privés ne jouent pas leur rôle sur les leviers salaires seulement. C'est tout l'univers. Aujourd'hui, je vous ai parlé de doing business. Mais dans la réalité, toutes les sociétés qui ont été créées, ont-elles créé des richesses? Toutes les richesses qui ont été créées, on demande simplement à l'État de jouer le facilitateur. Nous allons changer quand même de thème dans cette émission et parler cette fois-ci de la réconciliation nationale. C'est avec cela qu'on va terminer parce que la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a remis son rapport récemment et on va parler un peu chiffres. On va parler un peu chiffres. Sur 874 056 dossiers soumis à la cellule de vérification, 316 954 ont été validés et 557 102 ne l'ont pas été, soit un total de 36% de dossiers validés et 64% rejetés. Comment est-ce que vous expliquez cela? Oh, simplement parce que personnellement, moi, je pensais que j'étais victime parce que j'ai reçu des balles dans ma maison et tout. J'ai essayé de présenter un dossier, j'ai vu les critères, je n'étais pas victime. Donc, je pense que beaucoup de personnes qui passaient par là, c'est un peu comme les assurances, hein, il fallait donner des critères objectifs et ces critères-là ont sorti pas mal de personnes. Et puis, bon, vous savez, pour ce genre d'initiative populaire, il y a toujours les arnaqueurs qui sont aussi nombreux que vous et moi. Donc, il y a les critères. Il fallait partir sur des critères. Il y a des arnaqueurs, il y a des fautes comme moi-même en tant que citoyen. J'ai présenté un dossier. Je ne suis même pas arrivé à la présentation. Quand j'ai retiré le bulletin avec les différents critères, j'ai déchiré mon dossier, je ne pouvais pas y aller. Mais un autre aspect qui fait débat également, c'est le montant des indemnisations. Est-ce que vous en avez été satisfait par rapport à la qualification des préjudices que les gens ont subis? Je vous donne deux exemples. Il y a des professionnels des PME. Pour certains, en moyenne, ils ont perdu 50-100 millions. Et il y a des personnes qui ont perdu leurs parents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de fixer le coût d'une mort? C'est impossible pour l'être humain. Problème. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est allé sur le fait qu'il fallait faire des indemnisations, je dirais, symboliques. Je crois que le montant pour un mort, c'est 1 million. Mais les préjudices physiques des gens vivants, certaines personnes, moi j'étais à une réunion, et moi je défendais la thèse contraire. J'étais du côté du gouvernement, je disais, on ne peut pas vous indemniser 100 millions, parce que vous avez perdu 100 millions, c'est bien, vous êtes vivant. Imaginez les personnes qui sont de l'autre côté qui ont perdu toute leur vie. Mais tout ce remboursement, toute cette réparation, ça participe au processus de réconciliation. Mais est-ce que vous pensez que cela a un impact réellement sur la psychologie des gens et est-ce qu'ils se sentent beaucoup plus réconciliés à travers cet acte-là? Actuellement, oui. Ça s'était arrêté un moment depuis la fin, depuis la remise du rapport de la CONARIV. Madame le ministre parcourt mon merveille, je dirais. Elle est allée au Libéria, elle vient du Ghana. Hier, elle était à Koumassi. Avant-hier, elle était à Bobo. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune dame qui parcourt les choses. Je pense qu'on n'a pas atteint les 100%. En Afrique du Sud, on n'a pas atteint les 100%. Mais je vois, j'entends, je lis un membre du gouvernement qui continue, qui croit en la chose comme nous. On ne peut pas dire autre chose. Mais quelle est la place des réfugiés, justement, dans ce processus de réconciliation? Ils ont une place majeure. À la veille d'une consultation nationale comme la révision constitutionnelle, c'est il y a 2 semaines ou 1 mois que Madame le ministre était au Libéria pour leur demander de venir. Parce que dans le débat, ça commençait à dire que nous avons des gens à l'extérieur, comme on fait une révision constitutionnelle pour tous les citoyens. Madame le ministre, après le Libéria, était au Ghana. Et l'article 12 de la Constitution ivoirienne qui dit que nul gouvernement ne doit laisser nul Ivoirien en tant qu'exilé. Donc je pense que cela participe de cette démarche-là. Monsieur Kwame, toute dernière question dans cette émission. Pendant que l'enregistrons, en même temps se tient aux Pays-Bas, à La Haye, le procès contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans le même temps, en Côte d'Ivoire, un procès se tient contre l'ex-première dame et Sibon Gbagbo. Il y a quand même certaines personnes qui crient encore justice des vainqueurs. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cela?
Hier, j'ai remis à des journalistes de La Voix de l'Amérique un rapport du FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. J'ai remis un rapport signé aussi de la LIDO et du MIDH. Les organisations typiquement des droits de l'homme sont parties civiles à tous ces procès, c'est-à-dire assistent les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Ce procès pour la Côte d'Ivoire, le rapport est disponible. La FIDH et ses ONG se retirent du processus parce que l'on n'aurait pas respecté un certain nombre de droits de la présumée, c'est-à-dire Mme Gbagbo. Le rapport est disponible, il est long, on peut le lire. Pour ce qui est du président Gbagbo, à partir du moment où nous, on considère qu'il a les moyens pour défendre ses droits, nous faisons confiance à la justice. Et pour nous, la réconciliation doit être précédée de la justice. Voilà ce que nous disons sur ces deux sujets. Mais justement, ma question est de savoir, on parle de justice des vainqueurs, est-ce que vous avez espoir qu'un jour on jugera également les pro-Ouattara? Nous pensons qu'ils vont être jugés parce que la Commission nationale d'enquête a rendu ses rapports. On a à peu près 745 FRC contre 1400 forces de défense et de sécurité. Le rapport est disponible. Donc nous pensons, personnellement je pense qu'il faut du temps, mais nous pensons qu'ils vont être jugés. Vous constatez quand même que le pouvoir en place n'est pas pressé de le faire non plus. Je ne peux pas dire que le pouvoir en place n'est pas pressé, en ce sens que je n'ai pas le temps que le pouvoir veut faire. Nous, en tant qu'organisation... Vous mettez des gants là. Non. Vous mettez trop de gants là. Non, je ne mets pas de gants du tout. Nous constatons aujourd'hui, après 6 ans, qu'aucun proche du pouvoir en place n'a été jugé. Ceux qui sont en train d'être jugés, nous pensons que leurs droits doivent être respectés. Le procès, la cour d'assises a planché la semaine dernière. Les ONG de droits de l'homme dont je suis proche ont dit clairement et publiquement que les droits de la prévenue et les circonstances, le processus n'ayant pas été respecté, nous sortons de là pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Donc on parle assez, les rapports sont disponibles. Mais nous pensons que nous n'allons pas baisser les bras, nous pensons qu'il faille juger tout le monde pour une réconciliation nationale, je dirais inclusive, pour que les Ivoiriens se retrouvent. Il faut absolument qu'on juge ceux de tous les camps. Merci M. Christophe Kwame, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.